Donc on m'a demandé de parler de l'addiction à la cocaïne et je vous fais le point sur les données actuelles sur les options thérapeutiques. Vous allez voir, c'est un champ extrêmement vaste de recherche et puis de données contradictoires. Donc juste pour poser les bases neurobiologiques, c'est que en fait la cocaïne est extrêmement complexe sur le plan neurobiologique. Elle touche différents transporteurs, le transporteur de la dopamine, qui est une cible privilégiée, mais aussi le transporteur de la sérotonine et de la noradrénaline. Elle est également impliquée dans tout ce qui est métabolisme du glutamate, et elle joue un rôle majeur dans la dysrégulation de ce phénomène. En fait, elle dysrégule le glutamate et il y a une adaptation des phénomènes de neuroplasticité via le glutamate. Il y a une donnée récente qui vient d'être publiée en 2012 qui implique le récepteur CB1, cannabinoïde 1, au niveau du noyau accumbens, notamment dans les phénomènes de sevrage en cocaïne. Donc ça donne quand même des pistes quand même de développement pharmacodynamique pour les molécules à tester dans les essais cliniques. Donc la cocaïne, vous savez, je ne vais pas insister dessus, la cocaïne existe sous deux grandes formes, la forme poudre, chlorhydrate, vous avez sûrement goûté à ce produit, et la forme base, j'en ai un peu dans la poche, et la forme base, que vous connaissez plutôt sous le nom crack, mais il y a également la freebase, puisque le crack, enfin la forme base maintenant, a perforé toutes les couches sociales, et puis le crack, c'est plus réservé à une couche de la population défavorisée, immigrée, enfin tout ce qu'on veut, le pire de ce qu'il peut y avoir dans la vie. Maintenant, les gens cool et tendances se mettent à baser leur cocaïne à la maison avec une casserole et un peu d'ammoniac. Donc la forme poudre se consomme par voie intranasale ou par voie intraveineuse, sachant que la voie intraveineuse a extrêmement reculé concernant le produit. Et la forme basse, c'est essentiellement la voie inhalée, avec une injection des résidus, puisqu'ils consomment les morceaux de cailloux et puis ils ramassent par terre les résidus et ils s'injectent. Les derniers résidus, il y a une enquête qui doit apparaître prochainement. Alors moi, je vais plus au-delà du modèle à 3 dimensions décrit par Pierre tout à l'heure. C'est un modèle, en fait, c'est un mix entre ce qu'il vous a présenté, entre le modèle français et américain, mais il faut quand même... il y a différentes entrées dans le trouble lié à l'usage de cocaïne, puisque maintenant on va parler comme ça avec la sortie du DSM-5, trouble lié à l'usage d'un produit avec la sévérité notamment du trouble. Donc il y a les facteurs génétiques qui interviennent, il vous les a présentés, les facteurs neurobiologiques, des facteurs développementaux à prendre en compte avec la puberté, la maturation cérébrale, il y a des différences en fonction du sexe, des facteurs comportementaux, tempéramentaux, psychologiques, et les facteurs environnementaux, et des interactions gènes-environnement qui jouent un rôle majeur dans l'installation des mécanismes addictifs. Pour la cocaïne, on est dans le cas d'une population extrêmement hétérogène, et ça explique quand même en partie l'inefficacité de certains traitements, puisque les études sont faites sur des populations assez conséquentes, enfin, toute proportion gardée, mais finalement où il n'y a pas du tout de typologie de patients, et puis tout le monde prend la même molécule, et puis on s'aperçoit que contre placebo, dans des conditions extrêmement contrôlées, le traitement ne sort pas. Or, je pense qu'il faut sortir de ce système de tester des molécules sur des populations alpha. Il faut subdiviser les populations, parce qu'il y a des répondeurs à certains médicaments, et à d'autres non. Donc là, vous voyez, c'est issu du rapport qui vient de paraître, là, de l'OEDT en 2013, il est paru la semaine dernière. L'âge moyen de la première consommation pour les cocaïnomanes, c'est 22 ans lors de l'entrée d'un traitement, et l'âge moyen à l'entrée du traitement, c'est 11 ans plus tard. Le ratio, vous voyez, c'est à peu près 5 pour 1, et la fréquence de consommation est extrêmement variable pour la cocaïne. On a très peu, finalement, de patients qui consomment quotidiennement de la cocaïne, sauf les très sévères. On est plutôt sur des standards de 2-3 jours par semaine, avec des breaks de 2-3 jours par semaine. La voie d'administration la plus populaire, c'est clairement la voie intranasale, suivie par la voie inhalée. Et dans cette population clinique, on a des co-consommations qui sont fréquentes et des co-addictions qui sont également fréquentes. Et ça touche toutes les classes sociales. On n'est plus dans le côté ghetto doré, jet set, show business qui prend de la coke. C'est plutôt maintenant du chômeur au PDG à la rockstar. On a différentes présentations cliniques. On peut tout voir. On peut voir des dépendants à la cocaïne, abuseurs d'alcool, des polyconsommateurs, des dépendants à d'autres drogues stimulantes. Il y a maintenant les nouvelles drogues de synthèse qui viennent sur le marché, etc. Sur le cycle clinique de la cocaïne, donc la première étape de l'addiction à la cocaïne, c'est un phénomène d'euphorie qui est lié à un phénomène de renforcement positif et qui va être suivi par un phénomène de dysrégulation du plaisir, un phénomène de sevrage, avec des signes psychologiques mais aussi physiques. Parce qu'il y a une idée reçue qui circule qu'il n'y a pas de signe physique dans l'addiction à la cocaïne, ce qui est absolument faux, parce que quand on interroge les patients,
on retrouve des signes physiques complètement inspécifiques, mais ils sont présents. Et ils sont beaucoup plus présents que si la maladie est sévère. L'étape d'après, c'est le craving en cocaïne. Et le craving en cocaïne, c'est le phénomène qui est le plus marqué chez le dépendant à cette drogue stimulante, donc qui est d'abord induit par la cocaïne, mais aussi par des facteurs environnementaux. Aller dans un endroit où on a l'habitude de consommer, écouter une musique, réécouter une musique qu'on a l'habitude d'écouter quand on consomme. Il y a la paraphernalia. La paraphernalia, c'est tout le matériel utilisé pour consommer. Les pailles de McDonald's pour ne pas faire de la publicité, les tickets de métro pour sniffer, etc. Et dans ce cycle-là, suite au craving, vous avez une perte de contrôle qui a bien été évaluée sur le plan imagerie, avec des déficits de prise de décision qui sont corrélés à des anomalies cérébrales. Et puis, administration du produit, risques multiples, et le cycle repart. Et plus vous consommez, plus le cycle se ferme, en fait. Sur un schéma d'expérimentateur en cocaïne, il n'y a que la première étape. Il y a un phénomène d'euphorie, suivi par un petit phénomène de dysrégulation du plaisir. Et plus vous rentrez dans le système, plus le cycle se forme et se ferme. Et après, vous êtes dans une spirale. Alors j'ai mis en rouge deux choses, euphorie et craving, parce que c'est deux cibles cliniques qu'il faut toucher avec les traitements. Alors l'HAS avait publié des recommandations en 2010, et on a refait une synthèse sur l'ensemble des complications, en fait, somatiques et psychiatriques. Alors je ne vais pas vous les lire dans les détails, c'est juste pour les messages, c'est que cette drogue est autant toxique sur le plan psychologique que sur le plan somatique, et qu'il y a des choses à faire chez les patients, des bilans systématiques, cardiovasculaires, neurologiques, une évaluation infectieuse. Chez les sniffeurs, il faut qu'ils aillent voir l'ORL, respiratoire pour les fumeurs. Et on a des complications psychiatriques propres à la cocaïne, avec des états délirants induits par le produit, qui sont différentes des bouffées délirantes et aiguës standards, un phénomène de paranoïa induite par la cocaïne, qui survient chez les sujets dépendants après 3 ans de consommation, qui sont souvent couplés à des comportements de recherche compulsive de cailloux de crack, par exemple, où les fumeurs de crack se mettent par terre à 4 pattes à chercher des morceaux de cailloux comme des poules qui picorent un peu dans une basse-cour, sans stigmatisation bien évidemment. La dépression, le risque suicidaire, on vient de publier une revue sur le risque suicidaire chez le dépendant à la cocaïne, et on s'aperçoit que la cocaïne est la drogue qui induit le plus la drogue illicite qui induit le plus de suicides chez les patients dépendants. Et vous avez les attaques de panique induites par la cocaïne. Il faut souligner ce point, parce que souvent à tort, chez nos confrères et amis psychiatres, ils traitent ça comme un trouble panique primaire, ce qui n'est pas le cas. Alors l'HAS, je vous l'ai dit, ça a été publié en mai 2010. Donc c'est super beau, vous avez vu, c'est marqué stratégie de prise en charge des consommateurs de cocaïne, mais personne ne lit et tout le monde s'en fout globalement. Donc il y a quand même des éléments importants dans ce document, notamment en termes de stratégie thérapeutique et sur la mise au point clinique du problème. Alors en termes d'évaluation clinique des patients, il y a une espèce de guideline à utiliser. Vous allez me dire que c'est quelque chose d'assez standard, mais quand même, il faut l'évaluer point par point. On a monté d'ailleurs un dossier clinique qui reprend ces différents points pour être très très standard sur la prise en charge et l'évaluation du patient. Donc on retrace l'histoire du patient, ses consommations, les stratégies qu'il a déjà mises en place pour essayer d'arrêter, parce qu'il faut les utiliser dans le traitement. Et il y a différents marqueurs cliniques qu'il faut évaluer, la fréquence, la voie d'administration, la quantité consommée, les situations à risque viral, sexuel, l'évaluation de symptômes psychiatriques, et en regard de ça, bien évidemment, un examen physique, avec des examens complémentaires qui doivent être systématiques. Alors il y a des indicateurs de suivi également, puisque quand on traite un patient, il faut voir ce qu'on fait, si ce qu'on fait c'est efficace. Si on prend un médicament, qu'on couple avec une psychothérapie, il faut quand même avoir des marqueurs qui vous disent oui, ça fonctionne, non, ça ne fonctionne pas. Donc il y a les symptômes de sevrage à évaluer au début du traitement, il y a la réduction de consommation pour certains patients, il y a le craving qui est un marqueur fort. Là, il y a 2 échelles qui ont été validées en langue française. L'échelle, on a validé à Paul Brousse la cocaine craving questionnaire en 10 items, et à Fernand Vidal, il y a eu l'échelle obsessive-compulsive cocaine scale qui a été évaluée aussi, et qui est validée en langue française, donc 2 échelles à utiliser dans le traitement des patients. Il y a l'évaluation neuropsychologique au début de la prise en charge des patients, puisque la cocaïne est extrêmement cognitivo-toxique, induit à long terme des troubles attentionnels, des troubles mnésiques, des troubles des fonctions exécutives. Et l'impact direct de ces altérations neurocognitives, c'est clairement une mauvaise observance des patients. C'est le premier impact sur le plan pratique. Donc il faut évaluer et si problème, rééduquer. Et il peut avoir des cas, il y a un travail de neuroimagerie qui a été publié récemment qui montre des atrophies de certaines régions du cerveau irréversibles dues à une consommation chronique, notamment les régions frontales et temporales.
L'observance thérapeutique doit être évaluée dans votre prise en charge également, avec 2 cibles. Alors, soit la cible abstinence, qui est la cible la plus fréquemment demandée par les patients, hein, avec des étapes à évaluer à 3 semaines, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, en programmant tout ça. Soit il y a l'autre option, qui est la réduction des risques chez les patients extrêmement résistants, par exemple. Alors, en termes de cibles thérapeutiques, il y a différentes cibles à toucher. L'euphorie, bloquer l'euphorie, gérer le sevrage, bloquer le craving, évaluer et traiter les troubles cognitifs. Et bien évidemment, on ne peut pas mettre de côté les comorbidités psychiatriques et somatiques. Je vais vous faire la synthèse des données actuelles des études pharmacologiques. Donc les grandes tendances des agents pharmacologiques actuellement, on est toujours sur... il y a 4 grandes molécules en gros. La N-acétylcystéine qui a montré une tendance à la réduction du syndrome de sevrage et une réduction des cravings à forte posologie, à partir de 1200 mg jour. Ça pouvait aller jusqu'à 3600 mg jour. Il y a des études sur le modafinil avec plusieurs résultats. Une efficacité sur la réduction de l'euphorie, la réduction du craving, maintien d'abstinence. Et après, on s'aperçoit, dans les derniers papiers, que le modafinil ne ressort pas contre placebo, en fait. La dernière étude montre ça. Et en réanalysant un peu les choses, on s'aperçoit que finalement, il y a probablement des sous-groupes, et il faut poursuivre les recherches en ce sens-là. Le modafinil à 400 mg jour serait efficace chez l'homme sévèrement dépendant à la cocaïne, non dépendant à l'alcool, améliore les performances cognitives. Et il y a une action nette qui a été montrée là, un papier de 2013. Il y a une action nette du modafinil sur les circuits motivationnels et cognitifs. Donc quand même des cibles touchées dans l'addiction à la cocaïne. Et là, on est en train d'analyser notre PHRC national, qui est l'étude Caïman, qui est une étude d'imagerie, qui évalue l'impact du modafinil chez les dépendants à la cocaïne et notamment sur le transporteur de la dopamine, dont je vous ai parlé au début de la présentation. Donc le modafinil n'est pas à éliminer. Il faut poursuivre les investigations et notamment, je pense qu'il faut typer les patients répondeurs au modafinil. Alors, en ce qui concerne les 2 autres tendances, il y a le topiramate, qui est une molécule assez prometteuse, qui montre des choses. Notamment, les travaux sont essentiellement réalisés par Johnson, Banco Johnson aux États-Unis, et qui montrent clairement une action, il y a un papier qui vient de sortir, sur les effets renforçateurs de la cocaïne, une action sur la réduction du craving. Et il y a un papier qui doit sortir sur 142 patients, c'est la plus grosse étude faite avec le topiramate, mais les résultats ne sont pas encore connus. L'autre molécule qui a fait l'objet, j'ai envie de dire même la molécule qui a fait le plus l'objet d'essais contrôlés randomisés, c'est le disulfiram, qui est un traitement antabuse dans la dépendance à l'alcool. Et globalement, tous les marqueurs cliniques, toutes les cibles thérapeutiques sont touchés par le disulfiram. Ça réduit la consommation, le craving, la dysphorie, maintien d'abstinence. La posologie de choix était 250 mg jour, comme ce qui est utilisé dans les problèmes d'alcool. Et on avait des études, en fait, finalement, qui étaient un peu contradictoires, avec des résultats super et des résultats moyens. Là, il y a une étude récente qui montre qu'il faut probablement adapter la posologie en milligrammes kilo et qu'une dose de 4 mg kilo diminuerait nettement, réduirait significativement la prise de cocaïne. Et vous avez toute cette nouvelle littérature qui me paraît être l'avenir des traitements en addictologie, c'est le génotypage patient et la réponse en fonction du génotype. Puisqu'on s'aperçoit que certains patients, c'est un peu ce que disait Pierre dans le papier du professeur Paille, hein, c'est qu'il y a des patients en fonction de leur génotype qui sont répondeurs aux molécules. Et là, on voit bien que les DRD2, ceux qui ont un génotype DRD2 ou un génotype ANWK1 sont répondeurs, sont identifiés comme candidats au disulfiram. Donc, c'est une perspective de recherche importante. Et ça pourrait se faire dans un avenir proche. Alors, baclofène, je fais une diapo parce qu'il y a un délire français autour du baclofène, avec le baclofène soigne tout. Pour l'alcool, c'est probablement une réalité. Il y a beaucoup de patients sous baclofène. Pour la cocaïne, ça ne fonctionne absolument pas dans les études publiées. Après, il y a les pratiques de chacun, mais à une posologie de 60 mg jour sur cet essai contrôlé sur une grande population, ça ne fonctionnait pas du tout, ça n'en sortait pas plus que le placebo. Il y a probablement un intérêt de plus haut dosage à tester, probablement dans la deuxième phase du traitement, la prévention de rechute plutôt que le sevrage. Alors, il y a une littérature aussi récente sur les agents noradrénergiques, puisque cette cible est importante dans les dépendance à la cocaïne. Et notamment, il y a des essais avec des antagonistes des récepteurs alpha-noradrénergiques, comme la doxazosine, qui est un alpha-bloquant utilisé en cancer de la prostate, par exemple, qui montre des résultats intéressants contre placebo, avec une bonne tolérance et un effet sur
les effets stimulants de la cocaïne et une tendance à la réduction du craving. Donc on est dans une piste à explorer en termes d'agents pharmacologiques et sur le plan pharmacodynamique. Alors les autres pistes, ça fait un peu catalogue, hein, je suis désolé, mais je vous présente vraiment le panel actuel. Vous avez dans le premier item, les neuroleptiques de seconde génération, c'est pareil, il y a eu tout un délire des psychiatres autour des neuroleptiques dans l'addiction à la cocaïne. Je préfère le dire comme ça clairement, c'est plus simple. Il n'y a aucun qui est recommandé des données des méta-analyses récemment publiées, sur plusieurs années, hein, des méta-analyses publiées sur plusieurs années. Il y a l'aripiprazole qui était une cible potentielle, un agent neuroleptique potentiel, mais il y a eu une étude de Margaret Haney en laboratoire qui montrait à une certaine posologie, ça a renforcé l'auto-administration de cocaïne des patients. Et là, il y a actuellement 3 essais en cours hein, d'importance, de puissance importante. L'autre approche, à mon avis, c'est aussi un avenir important, c'est l'approche substitutive, la thérapie par remplacement agoniste, avec l'utilisation de formes LP de méthylphénidate ou de D-amphétamine. Et je pense qu'il va falloir qu'on s'active un peu sur ce point-là, qui est vraiment une cible à tester, à utiliser et à monter des essais et des projets autour de l'approche substitutive. Sinon, il y a l'autre approche qui est une approche plutôt pharmacocinétique, c'est l'immunothérapie, donc le développement des vaccins ou d'enzymes bloquantes. Je ne vous l'ai pas marqué sur la diapo, mais d'enzymes bloquantes le métabolisme de la cocaïne. Donc avec le vaccin, il y a quand même des choses qui sont faites. Il y a 2 grandes équipes qui travaillent sur le vaccin curatif anti-cocaïne, avec des résultats intéressants. Il y a le problème d'échappement à la vaccination et la nécessité de rappel de vaccins. Et puis là, les équipes travaillent aussi surtout sur les matrices protéiques associées à ces vaccins pour avoir une réponse suffisante à long terme. Et l'approche pharmacogénétique, je vous en ai parlé, mais clairement... Kosten, qui est un des développeurs du vaccin anti-cocaïne, couple maintenant l'approche pharmacogénétique avec l'approche vaccinale. Alors une autre approche pharmacodynamique, c'est combiner les médicaments. Et vous avez une littérature sur la combinaison de médicaments. Et notamment, il y a un essai multicentrique chez l'homme combinant buprenorphine et naltrexone injectable. C'est en cours, il n'y a que le protocole qui est publié. Il y a eu une étude combinant modafinil avec des sels d'amphétamine chez l'homme qui n'a montré aucune efficacité. Mais en revanche, il y a une étude récente qui montre que la combinaison topiramate sel d'amphétamine à libération prolongée serait supérieure au placebo et permettrait un maintien d'abstinence à 3 semaines. Donc vous voyez, il y a certaines molécules prometteuses, l'approche pharmacogénétique, l'approche substitutive, l'approche pharmacocinétique avec les vaccins et la combinaison de médicaments. Donc on a encore un champ d'exploration qui est assez important. Les autres pistes thérapeutiques, c'est celle moi qui m'intéresse, c'était la ceftriaxone en fait, qui est un antibiotique. Et en fait, c'est un activateur glutamatergique. Je vous ai dit au début du topo que la cocaïne était très glutamatergique et entraînait une dysrégulation majeure de ce système. Donc il y a toutes différentes équipes qui travaillent chez l'animal autour de pistes, notamment la ceftriaxone, qui montrent des résultats intéressants donc chez l'animal. On n'en est pas encore à injecter des antibiotiques aux patients dépendant de la cocaïne. Sur les autres pistes, j'ai vu un peu ce qui se faisait actuellement en termes d'essais. Donc il y a différentes pistes encore explorées qui relèvent des données neurobiologiques. Vous avez la zonizamide, qui est un anticonvulsivant qui agit à la fois sur glutamate, qui est antagoniste glutamate activateur GABA. On est vraiment dans cette piste-là. Vous avez la pramipexole, qui est un agoniste dopaminergique D3, qui est utilisé dans la maladie Parkinson. Excusez-moi, il y a 2A. Il y a aussi des agents cholinergiques, la rivastigmine combinée justement à la luperzine A. Il y a la kétiapine qui est testée, qui est un neuroleptique. Et la buspirone, pardon, qui est utilisée, et le protocole est assez intéressant parce qu'il est utilisé en conditions écologiques en fait. Ils l'ont donné et ils l'ont donné à des patients et ils observent en conditions réelles ce qui se passe. Voilà, il ne faut pas oublier qu'il faut coupler ces techniques médicamenteuses aux techniques psychothérapeutiques. Il y a les techniques utilisées, deux grandes techniques utilisées en addictologie. Il y a les entretiens motivationnels et on s'aperçoit que ces entretiens motivationnels fonctionnent que pendant le temps du sevrage, c'est 3-4 séances au début du traitement et qu'après, la thérapie cognitivo-comportementale aide les patients dans le maintien d'abstinence ou dans la prévention de la rechute. On a validé et adapté en langue française le manuel de Kathleen Carroll, on a travaillé avec elle. Kathleen Carroll est la spécialiste mondiale de la TCC dans les drogues stimulantes.
Donc, en termes d'approche thérapeutique, si on fait une espèce de grande synthèse, c'est un programme très structuré de patients, avec différents éléments dans le programme, et 2 étapes thérapeutiques à distinguer, l'initié et l'abstinence, avec une molécule et une forme de psychothérapie, prévenir la rechute avec une autre molécule et une forme de TCC, tout ça dans une approche très très globale. Je vous remercie, il y a mon mail si vous voulez le topo ou vous avez des questions.